à Gilles, et à la mémoire de Ralph Lorange, et de Freddy Cougar, prince parmi les assassins, et félin au-delà de tout reproche. Chapitre 1. L'histoire des origines. L'histoire des 6 duchés se confond nécessairement avec celle de leur famille régnante, les Loinvoyants. Un récit complet nous ramènerait à une époque bien antérieure à la fondation du premier duché, et si leur nom était resté dans les mémoires, nous décrirait les Outriliens venus de la mer assaillant une côte plus clémente et plus tempérée que les grèves glacées des îles d'outre-mer. Mais nous ignorons les noms de ces lointains ancêtres. Quant au premier véritable roi, il ne nous en est parvenu guère plus que son nom et quelques légendes extravagantes. Il se nommait Preneur, tout simplement. Et c'est peut-être avec ce patronyme qu'est née la tradition d'octroyer aux filles et aux fils de sa lignée des noms qui devaient modeler leur vie et leur être. La croyance populaire prétend qu'on usait de magie pour en imprégner indéfectiblement le nouveau-né, et que les rejetons royaux étaient incapables de trahir les vertus dont ils portaient le nom. Trempés dans la flamme, plongés dans l'eau salée et offerts au vent de l'air, c'est ainsi que les enfants élus se voyaient imposer ces qualités. Du moins, le raconte-t-on. Une belle légende, et peut-être un tel rituel a-t-il existé autrefois, mais l'histoire nous montre qu'il n'a pas toujours suffi à lier un enfant à la vertu dont il était baptisé. Ma plume hésite, puis échappe à ma main noueuse, laissant une bavure d'encre sur le papier de J'ai repu. Encore une feuille de ce fin matériau gâché, dans une entreprise que je soupçonne fort d'être vaine. Je me demande si je puis écrire cette histoire, ou si, à chaque page, transparaîtra un peu de cette amertume que je croyais éteinte depuis longtemps. Je m'imagine guéri de tout dépit, mais quand je pose ma plume sur le papier, les blessures d'enfance saignent au rythme de l'écoulement de l'encre née de la mer, et je finis par voir une plaie rouge vif sous chaque caractère soigneusement moulé. J'ai repu et Patience manifestaient l'un comme l'autre un tel enthousiasme chaque fois que l'on parlait d'écrire l'histoire des 6 duchés que j'ai fini par me persuader que l'effort en valait la peine. Je me suis convaincu que cet exercice détournerait mes pensées de mes souffrances et m'aiderait à passer le temps. Mais chaque événement historique que j'étudie ne fait que réveiller en moi les ombres de la solitude et du regret. Je crains de devoir abandonner cette tâche, si je ne puis accepter de revenir sur tout ce qui m'a fait tel que je suis. Aussi, remets-je encore sur le métier mon ouvrage, pour m'apercevoir sans cesse que je décris mes origines plutôt que celles de notre pays. Je ne sais même pas à qui je m'efforce d'expliquer qui je suis. Toute mon existence est une toile tissée de secrets, des secrets qu'aujourd'hui encore, il n'est pas sans risque de divulguer. Dois-je les coucher sur le papier pour n'en tirer, au bout du compte, que flamme et cendre? Peut-être. Mes souvenirs remontent à l'époque de mes 6 ans. Avant cela, il n'y a rien que le vide d'un gouffre qu'aucun effort de mémoire n'a pu combler. Avant ce jour à œil de lune, il n'y a rien. Mais à cette date, les images apparaissent soudain, avec une richesse de couleurs et de détails qui me laissent pantois. Parfois, les souvenirs semblent trop complets, et je me demande si ce sont réellement les miens. Proviennent-ils de mon expérience personnelle, ou bien de répétitions inlassables de la même histoire par des légions de filles de cuisine, des armées de marmitons et des hordes de garçons d'écurie, s'expliquant mutuellement ma présence? Peut-être ai-je entendu ce récit si souvent, de sources si nombreuses, qu'il est devenu pour moi comme un vrai souvenir. La finesse des détails est-elle due à l'osmose sans réserve d'un enfant de 6 ans avec tout ce qui l'entoure? Ou bien se peut-il que cette perfection soit le vernis brillant de l'art, qui permet de passer sous silence les drogues que l'on prend ensuite pour maîtriser sa dépendance? Des drogues qui induisent leur propre souffrance et leurs effets de manque. Cette dernière hypothèse est la plus plausible, voire la plus probable. J'espère pourtant que ce n'est pas le cas. Mes souvenirs sont presque physiques.
Je ressens encore la tristesse froide du jour finissant, la pluie implacable qui me trempait, les pavés glacés des rues de la ville inconnue, même la rudesse calleuse de l'énorme main qui en serrait la mienne, toute petite. Parfois, je m'interroge sur cette poigne. La main était dure et rêche, et elle tenait la mienne comme dans un étau. Et pourtant, elle était chaude et sans méchanceté, ferme, tout simplement. Elle m'empêchait de déraper dans les rues verglacées, mais elle m'empêchait aussi d'échapper à mon destin. Elle était aussi inflexible que la pluie grise et froide, qui vitrifiait la neige et la glace piétinée de l'allée de gravier, devant les immenses portes en bois du bâtiment fortifié, citadelle dressée, à l'intérieur de la ville. Les battants de bois étaient hauts, pas seulement aux yeux d'un gamin de 6 ans. Des géants auraient pu les franchir sans courber la tête, et même le vieil homme, pourtant bien découplé, qui me dominait en paraissait rapetissé. Et elle me semblait étrange, bien que j'ai du mal à imaginer quel type de porte ou d'édifice aurait pu me paraître familier à l'époque. Simplement, ces vantaux sculptés, maintenus par des gonds de fer noir, décorés d'une tête de cerf et d'un heurtoir en airain luisant, ces vantaux se situaient en dehors de mon expérience. Je me rappelle la neige fondue qui transperçait mes vêtements, mes pieds, et mes jambes trempées, glacées, et pourtant, encore une fois, je n'ai le souvenir d'aucun long trajet à pied, au milieu des derniers assauts de l'hiver, ni qu'on m'ait porté. Non, tout commence là, juste devant les portes du fort, avec ma petite main emprisonnée dans celle du grand vieillard. On dirait presque le début d'un spectacle de marionnettes. Oui, c'est bien cela. Les rideaux s'étaient écartés, et nous nous tenions devant la grande porte. Le vieil homme souleva le heurtoir d'airain, et l'abattit 1, 2, 3 fois sur la plaque qui résonna sous les coups. Soudain, une voix s'éleva en coulisses, non pas derrière les battants, mais derrière nous, de là d'où nous venions. « Père, je vous en prie », fit la voix de femme d'un ton suppliant. Je me tournai pour la regarder. Mais la neige tombait à nouveau, voile de dentelle qui s'accrochait aux cils et aux manches des manteaux. Je ne me rappelle pas avoir vu personne. En tout cas, je ne fis rien pour échapper à la poigne du vieillard, et je ne criai pas « Mère, mère !» Non, je ne bougeais pas plus qu'un simple spectateur, et j'entendis des bruits de bottes à l'intérieur du fort, et le loquet de la porte qu'on déverrouillait. La femme lança une dernière supplication. Les paroles en sont encore parfaitement claires à mon oreille. Le désespoir d'une voix qui aujourd'hui me paraît très jeune. « Père, je vous en prie, par pitié !» La main qui me tenait trembla. Mais était-ce de colère ou d'une autre émotion? Je ne le saurais jamais. Avec la vivacité d'un corbeau s'emparant d'un morceau de pain tombé par terre, le vieillard se baissa et ramassa un bloc de glace salie. Sans un mot, il le jeta avec une force et une fureur impressionnantes, et je me fis tout petit. Je ne me rappelle ni cri, ni bruit de la glace contre un corps. En revanche, je revois les portes en train de pivoter vers l'extérieur, si bien que l'homme dut reculer précipitamment en me tirant à sa suite. Et nous y fûmes. Celui qui ouvrit les portes n'était pas un serviteur, comme j'aurais pu l'imaginer, si je n'avais connu cette histoire que par ouï-dire. Non, ma mémoire me montre un homme d'armes, un guerrier, un peu grisonnant et doté d'un ventre plus constitué de vieille graisse que de muscles. Et pas du tout un majordome pétri de bonnes manières. Il nous toisa, le vieillard et moi-même, avec l'air soupçonneux d'un soldat aguerri, puis resta planté là, sans rien dire, en attendant que nous exposions notre cas. Son attitude dut ébranler le vieil homme et l'inciter, non à la crainte, mais à la colère, car il lâcha brusquement ma main, me saisit au collet et me souleva à bout de bras, comme un chiot devant son futur propriétaire. « Je vous ai amené le gamin », dit-il d'une voix éraillée. Voyant que le garde continuait à le regarder d'un air inexpressif, sans même la moindre curiosité, il continua. « Ça fait 6 ans que je le nourris à ma table, et aucune nouvelle de son père, jamais une pièce d'argent, jamais une visite, alors que, d'après ma fille, il sait parfaitement qu'il lui a fait un bâtard.
Alors terminez de le nourrir, et de me briser l'échine à la charrue pour lui mettre des vêtements sur le dos. Que celui qui l'a fait lui donne à manger. J'ai assez à faire avec la femme qui prend de l'âge, et la mère de celui-ci à nourrir. Parce qu'il n'y a pas un homme qui en veut maintenant, pas un, avec ce morveux sur ses talons. Alors prenez-le, et refilez-le à son père. Là-dessus, il me lâcha si soudainement que je m'étalai sur le seuil de pierre au pied du garde. Je m'assis, pas trop meurtri pour autant que je m'en souvienne, et je levai le nez pour voir ce qui allait se passer entre les deux hommes. Le garde baissa les yeux sur moi, les lèvres légèrement pincées, pas désapprobateur, mais avec l'air de se demander dans quelle catégorie me ranger. « De qui il est ?» demanda-t-il enfin, toujours sans curiosité, comme quelqu'un qui réclame des précisions sur une situation, afin de faire un rapport clair à un supérieur. « De chevalerie, » répondit le vieil homme qui m'avait déjà tourné le dos, et s'éloignait de son pas mesuré sur l'allée de gravier. « Le prince chevalerie, » ajouta-t-il sans s'arrêter, « celui qui est roi servant, c'est de lui qu'il est. Il n'a qu'à s'occuper de lui, bien content d'avoir réussi à faire un môme quelque part. » Le garde resta un moment à regarder le vieillard s'en aller. Puis, sans un mot, il se baissa, m'attrapa au col et m'écarta pour pouvoir fermer les portes. Puis il me lâcha le temps de les verrouiller. Cela fait, il se planta devant moi et me contempla. Ses traits n'exprimaient aucune surprise particulière, seulement la résignation stoïque du soldat devant les aspects curieux de son devoir. « Debout, petit, et en avant, » dit-il. Je le suivis le long d'un couloir mal éclairé, sur lequel s'ouvraient des pièces au mobilier spartiate, les fenêtres encore munies de leurs volets pour repousser les frimas de l'hiver. On arriva enfin devant une porte en bois, aux battants patinés et décorée de somptueuses gravures. Là, l'homme s'arrêta et arrangea rapidement sa tenue. Je le revois clairement s'agenouiller devant moi, tirer sur ma chemise et rectifier ma coiffure d'une ou deux tapes bourrues. Mais j'ignorerais toujours si cela partait d'un bon sentiment et qu'il tenait à ce que je présente bien, ou s'il veillait simplement à ce que son pactage ait l'air impeccable. Il se redressa et frappa une seule fois à la double porte. Puis, sans attendre de réponse, à moins que je ne l'aie pas entendu, il poussa les battants, me fit entrer et referma derrière lui. La pièce était aussi chaude que le couloir avait été froid, aussi vivante que les autres avaient été désertes. J'ai souvenir d'une profusion de meubles, de tapis, de tentures, d'étagères couvertes de tablettes d'écriture et de manuscrits, le tout baignant dans la pagaille qui s'installe dans toute pièce confortable et souvent utilisée. Un feu brûlait dans une énorme cheminée et répandait une chaleur agréablement parfumée de résine. Une table immense était placée obliquement par rapport à la flamme, et un personnage trapu était assis derrière, les sourcils froncés, plongé dans la lecture d'une liasse de feuilles. Il ne leva pas les yeux tout de suite, ce qui me donna l'occasion d'examiner quelques instants la broussaille indisciplinée de ses cheveux noirs. Quand enfin il interrompit sa lecture, j'eus l'impression que ses yeux noirs nous embrassaient d'un seul regard vif, le garde et moi. « Eh bien, Jason ?» demanda-t-il, et malgré mon jeune âge, je le sentis résigné à être dérangé. « Qu'y a-t-il » Le soldat me donna un léger coup à l'épaule, qui me propulsa d'environ 1 pied vers l'homme. « C'est un vieux laboureur qui nous l'a amené, prince Vérité, messire. Il dit que c'est le bâtard au prince Chevalerie, messire. » Pendant quelques instants, l'homme fatigué derrière le bureau continua de me dévisager, l'air un peu égaré, puis une expression qui ressemblait fort à de l'amusement illumina ses traits, et il se leva. Il contourna la table et vint se placer devant moi, les poings sur les hanches, les yeux fixés sur moi. Je ne sentis aucune menace dans son examen. On aurait plutôt dit que quelque chose dans mon apparence lui plaisait énormément. Je levai vers lui un regard empreint de curiosité. Il arborait une courte barbe noire, aussi touffue et désordonnée que sa chevelure, et ses joues étaient tannées au-dessus. D'épais sourcils surplombaient ses yeux sombres, sa poitrine bombait comme un tonneau, et ses épaules tendaient le tissu de sa chemise. Ses poings étaient carrés et couturés de cicatrices, bien que les doigts de sa main droite fussent tachés d'encre. Il ne me quittait pas des yeux, et son sourire allait s'élargissant,
tant et si bien qu'il finit par éclater d'un rire qui évoquait un ébrouement. « Sacrebleu !» s'exclama-t-il. « Ce petit tient effectivement de chèvre. Féconde Eda, qui aurait cru ça de mon illustre frère, le très vertueux ?» Le garde ne risqua nulle réponse. On ne lui en demandait d'ailleurs pas. Il maintint un garde-à-vous vigilant, attentif aux ordres, un vrai soldat. L'autre homme, cependant, continuait à m'observer avec curiosité. « Quel âge a-t-il » demanda-t-il au garde. « 6 ans, d'après le fermier. » Le soudard leva une main pour se gratter la joue, puis sembla soudain se rappeler qu'il était au rapport. « Messire » ajouta-t-il. Son supérieur ne parut pas remarquer ce bref relâchement de discipline. Son regard noir se promenait sur moi, et son sourire amusé grandissait. Disons donc 7 ans à peu près, le temps que le ventre de la mère s'arrondisse. Foutre, oui, c'était la première année où les Kyourda ont essayé de bloquer le col. Chevalerie est resté dans le coin 3 ou 4 mois à les convaincre de le rouvrir. On dirait qu'il n'y a pas que ça qu'il ait réussi à ouvrir. Ventrebleu, qui aurait cru ça de lui? Il se tut, puis soudain. Qui est la mère? Le garde se tortilla, mal à l'aise. On sait pas, messire. Il y avait que le vieux fermier devant la porte, et il a juste dit que c'était le bâtard au prince chevalerie, et qu'il voulait plus le nourrir ni l'habiller. C'est celui qui l'a fait qui doit s'en occuper, il a dit. L'autre haussa les épaules comme si la question n'avait guère d'importance. Il a l'air bien soigné. D'ici 1 semaine, 15 jours au plus, je parie que la mère se présentera en pleurnichant à la porte des cuisines parce que son gamin lui manquera. Je saurai alors qui c'est, si je ne l'ai pas appris avant. Dis-moi, petit, comment t'appelles-tu? Son pourpoint était maintenu fermé par une agrafe tarabiscotée, en forme de tête de cerf. Elle luisait de reflets bronze, or et rubis, suivant les mouvements des flammes de l'âtre. Petit, répondis-je. J'ignore si je ne faisais que répéter le mot dont le garde et lui se servaient pour s'adresser à moi, ou si réellement je ne possédais pas d'autre nom. Un instant, l'homme parut surpris, et une expression de pitié, peut-être, passa sur son visage. Mais elle s'effaça aussitôt, et il eut seulement l'air contrarié, ou légèrement agacé. Il jeta un coup d'œil à la carte qu'il attendait sur la table derrière lui. « Bon, » dit-il dans le silence de la salle, « il faut s'occuper de lui, au moins jusqu'à ce que Chèvre soit revenu. Jason, trouve-lui de quoi manger et un endroit où dormir, pour cette nuit en tout cas. Je réfléchirai demain à ce qu'il faut faire de lui. On ne peut pas laisser traîner des bâtards royaux dans tout le pays. »« Messire, » fit Jason, d'un ton qui n'indiquait ni accord, ni désaccord de sa part, mais simplement la reconnaissance d'un ordre. Posant une main lourde sur mon épaule, il me fit faire demi-tour vers la porte. J'obéis un peu à contre-cœur, car il faisait bon et clair dans la pièce. Mes pieds glacés avaient commencé à me picoter, et je savais qu'en restant encore, je parviendrais à me réchauffer tout à fait. Mais la main inexorable du garde me fit quitter le bureau tiède pour la glaciale pénombre des couloirs lugubres. Ils me parurent encore plus sombres et interminables, tandis que je m'efforçais de suivre les grandes enjambées du garde. Une plainte m'échappa peut-être, à moins qu'il ne se fût lassé de ma lenteur. Toujours est-il qu'il se retourna brusquement, m'attrapa et me hissa sur son épaule, aussi négligemment que si je ne pesais rien. « T'es un petit lambin, toi » observa-t-il sans rancœur. Et il me porta ainsi le long des couloirs qui tournaient, montaient, descendaient, jusqu'à ce que nous arrivions enfin dans une vaste cuisine baignée d'une lumière jaune. Là, une demi-douzaine de gardes mangeaient et buvaient, assis à une grande table balafrée d'entaille, devant une flambée 2 fois plus fournie que celle du bureau. La salle sentait la nourriture, la bière et la sueur, les vêtements de laine humides, le bois et la graisse brûlée. Tonneaux et tonnelets s'alignaient contre un mur, et les blocs obscurs des quartiers de viande fumée pendaient aux poutres. Quelqu'un retira une broche du feu, et le morceau de venaison goûta sur les pierres de l'âtre. Mon estomac s'agrippa soudain à mes côtes, quand je sentis ce fumet somptueux. Jason me déposa sans douceur, sur le coin de table le plus proche de la cheminée, en repoussant le coude d'un homme au visage dissimulé derrière une chope. « Tiens, Burick » dit Jason sur le ton de la conversation, « à toi de t'occuper du mioche. » Et il me tourna le dos.
Je le regardais avec intérêt arracher un bout de pain gros comme son poing d'une miche brun foncé, puis tirer de sa ceinture un coutelas pour couper un coin de fromage dans une roue. Il me fourra le tout dans les mains, puis il s'approcha du feu, et entreprit d'enlever du quartier de venaison une portion de viande digne d'un adulte. Sans perdre de temps, je m'attaquai au pain et au fromage. À côté de moi, le nommé Burick posa sa chope, et lança vers Jason un regard dépourvu de bienveillance. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, avec une inflexion qui me rappela tout à fait l'homme du bureau. Comme lui, il avait les cheveux noirs et indisciplinés, mais son visage était étroit et anguleux, de la couleur tannée que donnent de fréquents séjours au grand air. Il avait les yeux plus marrons que noirs, et les doigts longs et habiles. Il sentait le cheval, le chien, le sang et le cuir. « C'est à toi de le surveiller, Burick. Ordre du prince Vérité. »« Pourquoi ?»« T'es un homme à chevalerie, non ? Tu t'occupes de son cheval, de ses chiens et de ses faucons. Et alors ? Alors tu t'occupes de son bâtard jusqu'à ce que chevalerie revienne et le prenne en main. » Jason me présenta une tranche de viande dégoulinante. Je regardais alternativement le pain et le fromage que je tenais, répugnant à lâcher l'un ou l'autre, mais alléché aussi par la venaison fumante. L'homme haussa les épaules, comprenant mon dilemme, et avec le sens pratique et le détachement typique du soldat, plaqua la viande sur la table à côté de moi. Je m'empiffrais de pain jusqu'à la gueule et me déplaçais pour pouvoir surveiller la suite de mon repas. C'est le bâtard de chevalerie ? Jason haussa les épaules, affairé à se servir à son tour de pain, de viande et de fromage. C'est ce qu'a dit le vieux fermier qui l'a amené. Il étendit viande et fromage sur une tranche de pain, mordit une énorme bouchée de l'ensemble et poursuivit en mastiquant. La digue chevalerie devrait être bien content d'avoir fait un môme quelque part, et qui devait se débrouiller avec maintenant. Un silence étrange tomba dans la cuisine. Les hommes se figèrent avec leur pain, leur chope ou leur tranchoir à la main, et tournèrent leur regard vers le nommé Burick. Avec soin, l'intéressé posa sa chope loin du bord de la table, et parla, d'une voix calme et unie, avec des mots précis. « Si mon maître n'a pas d'héritier, c'est la volonté d'Eda, et pas la faute de sa virilité. Dame Patience a toujours été délicate et... »« D'accord, acquiesça vivement Jason. « Et on a devant nous la preuve que sa virilité fonctionne bien. C'est tout ce que j'en disais, moi, rien d'autre. » Il s'essuya hâtivement la bouche sur sa manche. « En plus, il ressemble drôlement au prince Chevalerie. Son frère le disait encore à l'instant. C'est pas la faute du prince de la couronne si sa dame Patience porte pas sa semence à terme. » Burick se dressa brusquement. Jason recula précipitamment d'un pas ou deux avant de se rendre compte que c'était moi la cible de l'homme. Burick m'agrippa les épaules et me tourna face au feu. Lorsqu'il me prit brutalement par la mâchoire et leva mon visage vers le sien, mon saisissement fut tel que je lâchai mon fromage et mon pain. Sans y prêter attention, il me fit pivoter la tête vers la cheminée et m'examina comme on étudie une carte. Mes yeux croisèrent les siens, et j'y lus de la colère, comme si ce qu'il voyait sur mes traits lui était une injure personnelle. Je voulus me détourner pour échapper à ce regard, mais il me retint. Je restai donc les yeux braqués sur les siens, et pris l'air le plus provoquant possible. Je vis alors son expression furieuse céder à regret, la place à une sorte d'étonnement. Enfin, durant une seconde, il ferma les yeux, comme pour les protéger d'une vision cruelle. Voilà qui va éprouver la volonté de madame jusqu'aux limites de son nom, dit-il à mi-voix. Alors, il me lâcha le menton et se baissa maladroitement pour ramasser le pain et le fromage que j'avais laissé tomber. Il les épousseta et me les rendit. Je regardai fixement l'épais pansement qui, lui prenant le mollet droit, remontait jusqu'au-dessus de son genou et l'avait empêché de plier la jambe. Il se rassit, attrapa un pichet sur la table, remplit sa chope et but, en m'étudiant par-dessus le bord du récipient. « Il l'a eu de qui, chevalerie ?» demanda un imprudent à l'autre bout de la table. Burick porta son regard sur l'homme, tout en reposant sa chope.
Il ne dit rien pendant un moment, et je perçus la même intensité de silence qu'auparavant. « À mon avis, c'est les oignons de chevalerie de savoir qui est la mère, et pas des commères de cuisine, » répondit-il enfin, d'un ton posé. « D'accord, d'accord, » acquiesça brusquement l'autre, et Jason hocha la tête comme un oiseau pendant sa parade nuptiale. Malgré mon jeune âge, je m'interrogeais sur cet homme qui, une jambe bandée, parvenait d'un seul regard ou d'un seul mot à soumettre une salle remplie d'hommes aguerris. « Ce petit, il n'a pas de nom, » fit Jason, rompant le silence. « Il dit qu'il s'appelle Petit, c'est tout. » Cette déclaration parut laisser tout le monde coi, Burick compris. Le silence s'éternisa, tandis que je terminais mon pain, mon fromage et ma viande, et faisais descendre le tout à l'aide d'une ou deux gorgées de bière que Burick m'offrit. Peu à peu, par groupe de 2 ou 3, les gardes quittèrent la pièce, mais Burick resta à boire et à me dévisager. Puis il dit enfin, « Bon, si je connais bien ton père, il va prendre le taureau par les cornes, et il fera ce qu'il faut et ce qui est bien. Mais Eda seul sait ce qu'il considérera comme bien, probablement ce qui fera le plus mal. » Il m'examina encore un moment sans rien dire. « Tu as eu assez à manger ?» demanda-t-il enfin. J'acquiesçai, et il se leva raidement pour me faire descendre de la table. « Alors viens avec moi, Fitz. » Il sortit de la cuisine et s'engagea dans un nouveau couloir. Sa jambe pansée alourdissait sa démarche. Peut-être la bière y avait-elle aussi sa part. En tout cas, je n'avais aucun mal à le suivre. Nous arrivâmes enfin devant une porte massive, flanquée d'un garde qui nous fit signe de passer tout en me dévorant des yeux. Dehors, un vent glacé soufflait. La glace et la neige que le jour avait amollie s'étaient redurcies avec la nuit. Le sol craquait sous mes pas, et la bise semblait se frayer un chemin sous mes vêtements, par le plus petit accroc, par le moindre ajour. Le feu de la cuisine avait réchauffé mes pieds et mes jambières, mais sans les sécher tout à fait, et le froid s'en ressaisit. Je me rappelle l'obscurité et la fatigue soudaine qui me prit, une somnolence matinée d'envie de pleurer qui ralentit mon pas derrière l'inconnu à la jambe bandée dans la cour noire et glacée. De hautes murailles nous entouraient, au sommet desquelles des gardes apparaissaient par intermittence, silhouettes ténébreuses que l'on discernait seulement parce qu'elles occultaient parfois les étoiles. Brûlé par le froid, j'avançais en trébuchant sur le chemin glissant. Mais quelque chose chez Burick m'interdisait de pleurnicher ou de lui demander grâce, et je tins bon. Nous parvînmes enfin à un bâtiment dont il tira la lourde porte à lui. Par l'ouverture s'échappa une bouffée d'air tiède aux effluves animales, accompagnée d'une vague lumière jaune. Un garçon d'écurie se redressa dans son nid de paille, l'air ensommeillé, battant des paupières comme un oisillon ébouriffé. Sur un mot de Burick, il se roula de nouveau en boule et se rendormit. Nous passâmes à côté de lui, et Burick ferma la porte derrière nous. Puis, ramassant la lanterne qui brûlait maigrement auprès, il me fit avancer. Je pénétrai alors dans un autre monde, un univers nocturne peuplé de bruits d'animaux, déplacements, respirations, un monde où des molosses levaient la tête de sur leurs pattes croisées pour m'observer avec des yeux où la lanterne mettait des éclats verts ou dorés. Des chevaux s'agitèrent à notre passage devant leur box. « Les faucons sont plus loin, tout au fond », m'annonça Burick. Apparemment, c'était un fait qu'il me fallait savoir, et j'en pris bonne note. « Et voilà, » dit-il enfin, « ça ira, pour l'instant en tout cas. Du diable si je sais quoi faire d'autre de toi. S'il n'y avait pas d'âme patience, je croirais que le maître fait les frais d'une bonne farce divine. Tiens, Fouineau, pousse-toi un peu. Fais une place au gamin dans la paille. C'est ça, petit. Mets-toi contre Renarde, là. Elle va te prendre sous son aile et gare à celui qui voudra te déranger. » Je me retrouvai face à une vaste stalle, occupée par 3 chiens. Bien réveillés, ils restaient néanmoins allongés, et leur queue raide battait au son de la voix de Burick. Je m'avançai d'un pas hésitant parmi eux, et finis par m'étendre à côté d'une vieille chienne, au museau blanchi, qui arborait une oreille déchirée. L'aîné des mâles me considérait avec une certaine suspicion, mais le 3e du groupe,
Fouineau, un chiot encore à mi-croissance, m'accueillit en me léchant les oreilles, en me mordillant le nez et avec force coups de patte joueur. Je passai un bras autour de lui pour le calmer, puis me pelotonnai au milieu du groupe, comme Burick me l'avait conseillé. Il jeta sur moi une couverture épaisse qui sentait fort l'écurie. Dans la stalle voisine, un cheval d'une taille étonnante s'énerva soudain et fit résonner la cloison d'un coup de sabot, avant de passer la tête par-dessus pour voir d'où provenait toute cette agitation nocturne. Burick l'apaisa d'une main distraite. « On vit un peu à la dure dans cet avant-poste. Tu verras, Castelserre est plus hospitalier, mais pour cette nuit, tu seras au chaud et en sécurité ici. » Il resta à nous regarder, les chiens et moi. « Chevaux, Matin et Faucon, messire chevalerie. Je m'occupe d'eux depuis des années pour vous, et je m'en occupe bien. Mais votre champi, alors là, je ne sais vraiment pas quoi en faire. » Je savais qu'il ne s'adressait pas à moi. Par-dessus l'ourlet de la couverture, je l'observais qui décrochait la lanterne de son clou, et s'éloignait en marmonnant dans sa barbe. Je conserve un vif souvenir de cette nuit-là, de la chaleur des chiens, de la paille qui me picotait, et même du sommeil qui m'envahit tandis que le chiot venait se musser contre moi. Sans le vouloir, je pénétrais dans son esprit, et partageais ses rêves nébuleux d'une chasse sans fin, à la poursuite d'une proie que je ne voyais jamais, mais dont la voix toute chaude me tirait en avant à travers éboulis, ronciers et orties. Et avec ce songe canin, la précision du souvenir s'estompe, comme les couleurs éclatantes et les contours nets d'un rêve induit par la drogue, et dont la clarté s'affaiblit au fil des jours. Je me rappelle ces temps bruineux de fin d'hiver où j'appris le trajet qui séparait ma stalle des cuisines. J'étais libre d'y aller et d'en revenir à ma guise. Parfois, j'y trouvais un cuisinier, occupé à fixer des quartiers de viande au crochet de l'âtre, à pétrir de la pâte à pain ou à mettre un tonneau en perce. Mais le plus souvent, il n'y avait personne, et je récupérais les restes sur les tables, restes que je partageais généreusement avec le chiot, qui devint rapidement un compagnon inséparable. Les hommes allaient, venaient, mangeaient, buvaient, et me considéraient avec une curiosité spéculative que je finis par trouver normale. Ils avaient tous un air de famille entre eux, avec leurs manteaux et leurs jambières de laine grossière, leur corps musculeux et leurs mouvements fluides, et leur écusson représentant un cerf bondissant cousu à la place du cœur. Ma présence en mettait certains mal à l'aise, mais je m'habituais aux murmures qui s'élevaient derrière moi, chaque fois que je quittais la cuisine. Burick était constamment présent à cette époque, et il me prodiguait les mêmes soins qu'aux bêtes de chevalerie, nourriture, boissons, toilettes et exercices, lesquels exercices consistaient en général à trotter sur ses talons pendant qu'il accomplissait ses autres besognes. Mais ses souvenirs sont flous, et les détails, tels qu'ablution ou changement de vêtements, se sont sans doute fondus dans le postulat serein d'un gamin de 6 ans, pour qui ce genre de choses est parfaitement naturel. En tout cas, je me rappelle le chiot. Il avait un poil roux, luisant, court et un peu raide, qui me chatouillait à travers mes habits lorsque la nuit, nous partagions la couverture de cheval. Ses yeux étaient verts comme du minerai de cuivre, sa truffe couleur de foie cuit, et l'intérieur de sa bouche et sa langue rose mouchetée de noir. Quand nous n'étions pas en train de manger à la cuisine, nous nous battions dans la cour ou dans la paille des box. Tel fut mon univers pendant le temps indéterminé que je passais là. Cette période ne dut cependant pas être trop longue, car je n'ai pas le souvenir que la saison est variée. Je n'ai de réminiscence que d'un temps âpre, de violentes rafales de vent et de neige qui fondaient en partie le jour, mais se resolidifiaient la nuit. Je conserve une autre image d'alors, mais elle n'est pas nette. Chaude, avec des couleurs douces, on dirait une vieille tapisserie autrefois somptueuse aperçue dans une pièce mal éclairée. Je me rappelle avoir été réveillé par le chiot qui s'agitait, et la lumière jaune d'une lanterne contenait au-dessus de moi. 2 hommes se penchaient sur moi. Mais Burick était planté derrière eux, très raide, et je n'eus pas peur. « Ça y est, tu l'as réveillé, dit l'un d'eux. Et c'était le prince Vérité, l'homme que j'avais vu dans la pièce chaleureusement illuminée le soir de mon arrivée. Et alors, il va se rendormir dès notre départ. Par la malmort, il a aussi les yeux de son père.
Je te le jure, j'aurais reconnu son sang n'importe où. Personne ne pourrait dire le contraire. Mais vous n'avez donc pas plus d'esprit qu'une puce, toi et Buric? Bâtard ou non, on ne fait pas vivre un enfant parmi les bêtes. Vous ne pouviez pas l'installer ailleurs? L'homme qui parlait tenait de vérité par la forme de la mâchoire et des yeux. Mais là s'arrêtait la ressemblance. Tout d'abord, il était beaucoup plus jeune. Ensuite, il était glabre, et sa chevelure lisse et parfumée était plus fine et plus foncée. Le froid nocturne lui avait rougi le front et les pommettes, mais c'était un phénomène passager qui n'avait rien à voir avec le hâle de vérité, dû à une vie au grand air. De plus, ce dernier s'habillait comme ces hommes, de lainage pratique et solide, aux couleurs discrètes. Seul l'écusson sur sa poitrine tranchait par ses teintes vives et ses fils d'or et d'argent. Son cadet, lui, arborait des tons coquelicots et primes verts, et le manteau qui lui tombait des épaules comptait en largeur le double du tissu nécessaire à couvrir un homme. Le pourpoint qui apparaissait en dessous avait une somptueuse teinte crème et des parements de dentelle. L'écharpe qui lui ceignait la gorge était maintenue par une broche en or représentant un cerf bondissant, avec une pierre précieuse aux éclats d'émeraude à la place de l'œil unique. Et le tour délicat de ses phrases évoquait une chaîne en or contournée, à côté des maillons sans apprêt du parler de vérité. « Royal, je n'y avais pas réfléchi. Que sais-je des enfants? J'ai confié le petit à Buric. C'est l'homme lige de chevalerie, et en tant que tel, il s'est occupé de... Je ne voulais pas manquer de respect à son sang, messire, dit Buric, avec une gêne non dissimulée. Je suis au service de Sire Chevalerie, et j'ai agi envers le petit avec les meilleures intentions. Je pourrais lui faire installer une paillasse dans la salle des gardes, mais je le trouve bien jeune pour vivre au milieu de ces hommes qui vont et viennent à toute heure, sans parler des bagarres, des beuveries et du bruit. À son ton, il n'appréciait pas non plus leur compagnie, manifestement. Ici, il dort au calme, et le chiot s'est pris d'affection pour lui. Et avec ma renarde pour veiller sur lui la nuit, personne ne pourrait lui faire de mal sans que ma chienne prélève sa dîme à coups de croc. Mais seigneur, je ne m'y entends guère moi-même en gamin, et j'ai cru bon. C'est bien, Buric, c'est bien, l'interrompit Vérité à mi-voix. Si la situation avait exigé qu'on y réfléchisse, c'est moi qui aurais dû m'en charger. Je te l'ai abandonné, et je n'y trouve rien à redire. Son sort est bien meilleur que celui de beaucoup d'enfants du village, Eda le sait. Étant donné les circonstances, c'est parfait. Il faudra que cela change lorsqu'il arrivera à Castelserre. Royal n'avait pas l'air content. Tiens, notre père souhaite qu'il nous accompagne à Castelserre, demanda Vérité. Notre père, oui, pas ma mère. Ah. Vérité n'avait visiblement pas envie de poursuivre sur ce sujet, mais Royal fronça les sourcils et continua. Ma mère, la reine, n'apprécie nullement cette affaire. Elle a longuement discuté avec le roi, mais en vain. Mère et moi étions d'avis de mettre l'enfant à l'écart. Ce n'est que simple bon sens. Il ne nous paraît pas utile de compliquer davantage la ligne de succession. Je n'y vois rien de compliqué, Royal. Le ton de Vérité était uni. Chevalerie, puis moi, puis toi. Et ensuite, ton cousin Auguste. Ce bâtard n'arrive que très loin derrière, en 5e position. Je sais parfaitement que tu me précèdes. Ne te crois pas obligé de t'en flatter devant moi en toute occasion, fit Royal, d'un ton glacial. Il me jeta un regard noir. Je persiste à penser qu'il vaudrait mieux l'éloigner. Imaginons que Dame Patience ne donne jamais d'héritier à Chevalerie. Imaginons qu'il décide de reconnaître cet enfant. Cela risquerait fort de diviser la noblesse. Pourquoi tenter le diable? Voilà notre point de vue, à ma mère et à moi. Mais notre père le roi n'est pas homme à trancher à la hâte, nous le savons bien. Subtil, agit en subtil, comme disent les gens du commun. Il a interdit tout règlement de l'affaire dans un sens comme dans l'autre. « Royal, m'a-t-il dit de ce ton que nous connaissons bien, ne fais jamais ce que tu ne peux défaire avant d'avoir réfléchi à ce que tu ne pourras plus faire une fois que tu l'auras fait. » Et il a éclaté de rire. Royal lui-même émit un rire bref et amer. Je suis las de son humour. Ah, répéta Vérité, et toujours immobile, je me demandais s'il s'efforçait de débrouiller le sens des paroles du roi, ou bien s'il se retenait de répondre à la plainte de son frère. On devine naturellement ses vraies raisons, reprit Royal. À savoir, c'est toujours Chevalerie qu'il préfère malgré tout. Royal paraissait écœuré.
Malgré son mariage ridicule et son excentrique de femme, malgré ce gâchis avec ce gosse, et il croit maintenant que cette affaire va émouvoir le peuple, qu'elle va réchauffer les sentiments des gens pour lui, et prouver aussi que Chevalerie est un homme, qu'il est capable d'avoir des enfants, à moins que ça ne démontre qu'il est humain et susceptible de commettre des erreurs comme tout le monde. Son ton indiquait clairement qu'il n'adhérait à aucune de ces possibilités. Et ça lui vaudrait un surcroît d'amour de la part du peuple et son soutien lors de son règne à venir. Le fait d'avoir engrossé une quelconque compagnarde avant d'épouser sa reine. Vérité semblait avoir du mal à saisir la logique du raisonnement. La rancœur qui perçait dans la voix de Royal ne m'échappa pas. C'est la vie du roi, apparemment. Ne se préoccupe-t-il donc pas du déshonneur qu'encourt le trône? Mais je subodore que Chevalerie ne sera pas d'accord pour employer son bâtard de cette façon, surtout à cause de sa chère patience. Néanmoins, le roi a ordonné que tu ramènes le bâtard à Castelserre à ton retour. Royal me regarda d'un air mécontent. Le visage de Vérité se troubla un instant, mais il acquiesça. Sur les traits de Buric pesait une ombre que la lanterne ne parvenait pas à lever. « Mon maître n'a-t-il pas son mot à dire ?» se risqua-t-il à protester. « S'il veut accorder un dédommagement à la famille maternelle du petit pour qu'elle le garde, il me semble que, par égard pour la sensibilité de Dame Patience, on devrait laisser à sa discrétion de... » Le prince royal le coupa d'un grognement dédaigneux. C'est avant de culbuter la gueuse qu'il fallait faire preuve de discrétion. Dame Patience ne sera pas la première à devoir se trouver face au bâtard de son mari. Tout le monde ici est au courant de son existence, grâce à la maladresse de Vérité. Inutile désormais de chercher à le cacher, et en ce qui concerne un bâtard royal, nul d'entre nous ne peut se permettre de faire du sentiment, Buric. Laisser ici un enfant comme celui-ci, ce serait laisser une épée suspendue au-dessus de la tête du roi. Même un maître chien doit bien s'en rendre compte, et si ce n'est pas le cas, ton maître s'en rendra compte, lui. Royal avait débité ces dernières phrases sur un ton dur et glacé, qui fit reculer Buric, comme je ne l'avais jamais vu fléchir devant rien d'autre. J'en fus effrayé. Je tirai la couverture par-dessus ma tête et m'enfouis dans la paille. À côté de moi, Renard se mit à gronder doucement du fond de la gorge. Je crois que Royal fit un pas en arrière, mais je n'en suis pas sûr. Les trois hommes sortirent peu après, et, s'ils échangèrent d'autres propos, je n'en garde aucun souvenir. Le temps passa. 2 semaines plus tard, je pense, ou peut-être 3, je me retrouvai derrière Vérité, agrippé à sa ceinture, m'efforçant d'en serrer un cheval entre mes courtes jambes, et nous quittions le village toujours sous les frimas pour entamer ce qui me parut un voyage interminable, vers des régions plus clémentes. Je suppose qu'à un moment ou à un autre, Chevalerie était passé voir le bâtard qu'il avait engendré, et qu'il avait dû se juger à la lumière de mon existence. Mais je n'ai nul souvenir d'une rencontre avec mon père. La seule image de lui que je conserve provient de son portrait accroché à un mur de Castelserre. Des années après, on me laissa entendre que ses talents diplomatiques avaient fait merveille à l'époque, débouchant sur un traité et une paix qui avaient duré jusqu'à mon adolescence, et lui avaient valu non seulement le respect, mais aussi l'amour des Kiurda. En vérité, je fus son seul échec cette année-là, mais un échec monumental. Il nous précéda à Castelserre, où il renonça à ses prétentions au trône. Le temps que nous arrivions, son épouse et lui s'étaient retirés de la cour pour aller vivre à Flétribois, comme dame et seigneur du lieu. Je me suis rendu à Flétribois. Le nom n'a aucun rapport avec la réalité. C'est une vallée tempérée au milieu de laquelle coule une calme rivière bordée d'une large plaine alluviale, elle-même nichée entre des piémonts peu pentus et doucement ondulés. Un terroir idéal pour y faire du raisin, du blé et de beaux enfants potelés. Une tenure aimable, loin des frontières, loin de la politique de la cour, loin de tout ce qui faisait la vie de Chevalerie jusque-là. C'était un package écarté, une terre d'exil douce et aristocratique, pour un homme qui aurait dû être roi. L'été noir velouté d'un guerrier de feu, le bâillon d'un diplomate au talent rare. Et c'est ainsi que j'entrai à Castelserre, enfant unique et bâtard d'un homme que je ne devais jamais connaître. Le prince Vérité devint roi servant,
et le prince royal monta d'un cran dans la succession. Si mon rôle s'était borné à naître et à être découvert, j'aurais déjà laissé une trace indélébile dans tout le pays. Je grandis sans père ni mère, dans une cour où tous me considéraient comme un catalyseur. Ils ne se trompaient pas.